Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Je vous propose de retrouver Christophe Oberlin et Zoubir Berkhaya en ce samedi après-midi, quelques jours avant le vrai départ en vacances, les congés d'été. On a imaginé vous proposer un webinar. C'est devenu un peu à la mode, c'est devenu un peu plus familier à nous tous à l'occasion de ce confinement, de cette épidémie de Covid-19 dont on n'est pas complètement sorti. Et c'est vrai que quand j'ai proposé à l'un et l'autre, qui sont très proches de l'Algérie, qui connaissent bien l'Algérie, de proposer un sujet. L'un et l'autre ont proposé un sujet qu'ils maîtrisent parfaitement et qu'ils voudraient partager avec vous aujourd'hui en direct pour les personnes qui pourront se joindre à nous pendant ce webinaire qui va durer à peu près 45 minutes. Ou vous aurez évidemment possibilité de revoir cette vidéo dans les prochaines heures. Donc là, avant de laisser la parole à l'un à l'autre, je lance tout de suite le sujet sur le thème aujourd'hui, les nouvelles techniques dans les réparations des paralysies du plexus brachial. Alors, est-ce qu'il y a besoin de vous présenter l'un et l'autre? Moi, écoute, je suis chirurgien des hôpitaux et puis ça fait maintenant une quarantaine d'années que je m'occupe de paralysie du membre supérieur. Hein. Faut peut-être expliquer ce que ça veut dire S'il te plexus plaît. brachial. Oui. Il y a au niveau du cou, il y a 5 nerfs qui naissent au niveau de la moelle et ces 5 nerfs vont faire bouger l'épaule, le coude et la main. Donc tout ça, c'est l'ensemble du membre supérieur et je m'occupe du traitement de ces paralysies depuis pas mal d'années. Quelle que soit la cause de ces paralysies, que ce soit des paralysies d'origine traumatique, hein, les accidents de moto qui sont tout à fait classiques, mais aussi les paralysies obstétricales, ces enfants qui à la naissance, on tire un peu trop fort sur le bras et ils se retrouvent avec une paralysie de la main ou de l'épaule, hein, très souvent, ou les paralysies cérébrales, c'est-à-dire les gens qui ont fait un accident vasculaire cérébral, quelle qu'en soit la cause. Et toutes ces 3 types de paralysie eh bien, entraînent des déficits de mobilité de l'épaule, du coude et de la main. Et notre travail commun depuis 15 ans que nous travaillons ensemble avec Zoubir Belkeyar, que nous travaillons, que nous opérons, que nous enseignons ensemble en France et à l'étranger, eh bien, consiste à utiliser une espèce de stratégie qui est un peu globale à ces différents types de paralysie, de façon à permettre une orientation du membre supérieur par la racine, un mouvement de flexion-extension du coude pour pouvoir atteindre un objet, réaliser une tâche, et enfin, si possible, avoir des mouvements des doigts pour avoir des activités à deux mains. On s'aperçoit finalement avec le temps que quelle que soit la cause de ces paralysies, eh bien, on a des stratégies qui sont à peu près identiques. Il y a toute une multitude de moyens. Il y a peut-être une cinquantaine d'interventions différentes sur l'ensemble du membre supérieur pour pouvoir obtenir cet objectif, c'est-à-dire un membre supérieur qui, certes, est un petit peu handicapé, mais en tout cas est le meilleur possible pour pouvoir travailler à deux mains, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont à deux mains. Oui, je disais d'ailleurs, je vois que quelques personnes se connectent, ne pas hésiter à nous faire part de leur nom, de leur profession, savoir nous dire d'où ils se connectent, et puis ils ont la possibilité surtout d'interchanger avec nous uniquement par chat s'ils veulent profiter de la présence de tous les deux aujourd'hui pour poser des questions. Et donc tu disais, tu travailles depuis 15 ans avec Zoubir, qui est le régional de l'État, je vais dire, parce qu'aujourd'hui on a pour vocation d'essayer de sensibiliser et de s'adresser à nos compatriotes aussi de l'autre côté de la Méditerranée. C'est un de nos vœux pieux. Zoubir, petite présentation. Ne fais pas du copier-coller comme Christophe, hein, s'il te plaît. Non, bien sûr. Donc, Zoubir Belkeyar, donc je suis binational, donc je suis algérien et français en même temps. Voilà. Christophe, il dit toujours depuis 15 ans, parce qu'il s'est fixé à 15 ans. Ça fait 15 ans, c'est ça? Ça fait depuis 20 ans maintenant. On a refait le calcul la dernière fois, c'est depuis 2000 quand même, oui. qu'on est ensemble. Parce que comme j'ai fini ma formation là-bas, j'étais interne, et puis j'ai fait mon clinica, et puis machin, et tout ça, j'étais avec lui, on va dire 24 heures sur 24, hein, on était ensemble, et donc, ça remonte quand même à 20 ans. Donc, ça fait la moitié quand même de sa carrière où je suis avec lui.
Et donc, on a piloté des avions de longs courriers ensemble pendant 20 ans. Oui. Donc, par rapport à ça, et ce que je rajoute par rapport à ce qu'il a dit Christophe, et ça je vais vous montrer, on s'occupe, c'est vrai, du monde supérieur, c'est le plus souvent, mais ça nous arrive aussi de faire aussi du monde inférieur, c'est-à-dire les paralysies, ce qu'on appelle du sciatique. Et j'ai des cas comme ça intéressants où les gens, quand même, la marche est importante, il y a des gens qui peuvent plus marcher. J'ai un cas qui ne peut plus ni marcher, ni mettre une chaussure depuis 15 ans qu'on a opéré et qui a retrouvé la marche, et qu'il a retrouvé à mettre ses chaussures. Donc, on a aussi dans notre compétence la paralysie du membre inférieur, qui est la paralysie du sciatique, qui peut rentrer aussi dans le cadre de ce qu'il a décrit Christophe. Donc, en plus des paralysies du plexus, en plus de tous ces paralysies-là, c'est les paralysies du sciatique. Et le sciatique, en globalité, c'est le nerf qui dirige complètement le membre inférieur. C'est tout ce que j'ai à rajouter. Oui, pour ta défense, j'allais dire. J'insiste sur le fait que on souhaitait aussi, moi je souhaitais vous associer tous les deux. Non seulement vous travaillez ensemble, et je sais toi, Zoubir, que tu souhaites proposer tes services à distance ou même sur le terrain, entre autres sur ton pays d'origine, l'Algérie. Donc c'est sans doute l'occasion aujourd'hui d'échanger via le net avec tes confrères, avec les médecins qui seront intéressés je sais que Christophe connaît très bien l'Algérie, mais à vous solliciter au moment où les frontières vont se rouvrir pour organiser des journées de formation médicale continue. J'en profite d'ailleurs, vous m'autoriserez à faire un salut. Je sais qu'il m'avait contacté hier, alors j'espère ne pas écorcher son nom. Un de vos confrères, le docteur Mounir Renim, je crois qu'il est d'Oran. Docteur, oui. Ah. C'est le fan club de Zoubir apparemment qui s'est connecté. Merci en tout cas vraiment. N'hésitez pas, comme je disais, à vous manifester, à envoyer vos questions. Petite question, tu évoquais effectivement, Christophe parlait tout à l'heure d'enfants que vous avez opérés, d'adultes. Est-ce que les techniques sont équivalentes, sont les mêmes quand on parle de réparation, de techniques de réparation des paralysies? On va parler principalement du plexus brachial, même si tu faisais tout à l'heure, il y a quelques minutes, un parallèle avec les problèmes sciatiques. Est-ce que ce sont les mêmes techniques qu'on utilise chez les enfants et chez les adultes? Je vous laisse répondre l'un et l'autre, et puis n'hésitez pas, puisqu'on est là entre nous ce samedi après-midi, à échanger vos vidéos, vos photos. Bonjour, j'en profite, le docteur Renim nous salue. Bonjour docteur. Donc je disais, les techniques en fait, est-ce qu'elles ont des spécificités quand on parle de techniques pour l'enfant et pour l'adulte? Alors, c'est une bonne question parce que j'insistais tout à l'heure pour dire qu'il y avait des moyens techniques que l'on pouvait utiliser qui sont communs pour ces différents types de paralysie. Et la particularité de l'enfant, bien entendu, en plus de de tous les moyens que nous connaissons, eh bien, la particularité de l'enfant, c'est qu'il est en croissance, c'est qu'il grandit. Et donc, lorsque vous avez une paralysie qui survient à la naissance, dans la paralysie obstétricale, eh bien, pendant tout le temps où l'enfant va être paralysé, eh bien, il va y avoir des forces qui vont s'exercer d'une manière anormale sur l'ensemble du membre supérieur. Et ça, c'est l'une des principales conséquences, complications de la paralysie obstétricale, eh bien, c'est que l'épaule, par exemple, ne va pas grandir dans des conditions de stabilité optimum. Et donc, ça ressemble beaucoup aux luxations de hanche. Lorsqu'un enfant naît avec une hanche luxée, eh bien, la cavité articulaire en face de la hanche ne se développe pas. Eh bien, dans la paralysie obstétricale, lorsqu'il y a une paralysie à la naissance de l'épaule, eh bien, l'épaule va se déformer extrêmement rapidement et c'est une véritable urgence de replacer l'épaule dans une position anatomique pour que la cavité articulaire se développe. Et il y a un nombre incalculable de séquelles très sévères chez l'adulte qui sont liées justement à cette croissance anormale qui a conduit à une articulation complètement déformée et douloureuse. Ouais. Et ces problèmes de plexus brachial que tu évoques chez les nouveau-nés, c'est quoi? C'est parce qu'il y a un mauvais geste, il y a une mauvaise technique au moment de la naissance, de la sortie du bébé? C'est quelque chose c'est lié à quoi? C'est lié à une technique? Est-ce qu'on le constate uniquement? Oui. Il y a deux choses. La première, c'est un défaut de surveillance parce que il y a certains positionnements qui sont des positions à risque, les accouchements de l'épaule, les très gros bébés, et on voit malheureusement des familles de gros enfants qui ont tous eu une paralysie obstétricale.
Et la deuxième chose, bien entendu, bien, c'est de ne pas savoir passer à la césarienne lorsque c'est nécessaire. Et donc là, c'est un défaut technique ou de surveillance au moment de l'accouchement. Oui. Mais dans tous les cas de figure, ça correspond à un traumatisme très sévère, une traction très sévère, excessive sur un membre supérieur. Oui. Ma question était mal posée en fait, donc on peut tout à fait avoir affaire à ce type de complications en milieu hospitalier, dans un accouchement qui est prévu tout à fait normalement. Ce ne sont pas des séquelles d'accouchement de naissance qui ont lieu à domicile, par exemple. Est-ce qu'on en voit On voit des paralysies obstétricales dans tous les pays du monde. On n'a pas une idée précise sur le nombre de ces paralysies, car la plupart de ces paralysies sont bénignes. Les nerfs ont été simplement un petit peu étirés et ils vont récupérer. Donc ceux-là, on ne connaît pas leur nombre, il y en a dans le monde entier. Par contre, lorsque les tractions sur la tête ont été trop violentes, il y a eu des arrachements au niveau de la moelle et ceux-là vont laisser des séquelles très importantes et ça correspond à un traumatisme obstétrical qui est très sévère. Oui. Et le délai d'intervention dans ces cas-là, j'imagine, est relativement court si on veut avoir un maximum de résultats et un minimum de séquelles. Alors, la récupération neurologique, elle se fait partiellement ou elle se fait totalement. Mais par contre, pendant la durée où l'enfant va rester paralysé, notamment au niveau de l'épaule, eh bien, il faut l'examiner très régulièrement. Et dès qu'on voit que la mobilité passive, celle qu'on peut provoquer au niveau de l'épaule, eh bien, n'est pas normale, ça veut dire que l'articulation commence à se déformer. Et alors là, il y a des opérations assez simples de libération de l'épaule qu'il est très important à faire de façon à remettre l'articulation de l'épaule à sa place pendant la durée de la récupération neurologique. Mais c'est automatiquement un geste chirurgical. On ne peut pas imaginer, par exemple, une technique de kiné, de replacement, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Ouais. Effectivement, la paralysie, la luxation congénitale de hanche, eh bien, si on la dépiste tout de suite, eh bien, on peut à ce moment-là, par un langeage en abduction, des méthodes, disons, non chirurgicales. Par contre, au niveau de l'épaule, les méthodes sont exclusivement chirurgicales. Zoubir, voulais-tu réagir ou parler, évoquer éventuellement? On parle de nouvelles techniques effectivement sur la prise en charge de ces paralysies. Oui. Quelles sont les techniques? Parce que on va parler des nouvelles techniques qui sont la raison de notre webinaire cet après-midi. Mais quelles sont les techniques qui sont le plus vulgairement développées, connues dans le monde entier, et entre autres peut-être que nos confrères en Afrique du Nord peuvent évoquer, mais est-ce qu'il y a une technique qui est connue, qui est reconnue, qui est internationalement pratiquée, et qu'aujourd'hui vous pouvez éventuellement, pour lequel vous pouvez apporter des améliorations? Sur les techniques, il y a des quantités techniques qu'on peut différencier en deux groupes. Le premier groupe, c'est les techniques de chirurgie nerveuse. Et le deuxième groupe, c'est des techniques qu'on appelle palliatives, c'est-à-dire qu'on va modifier la position d'un tendon, on va changer de place, on va bloquer une articulation. Ça, c'est le traitement palliatif. Il y a du neuf des deux côtés. Et très largement, les Zoubir rappelaient qu'on travaille maintenant depuis une vingtaine d'années ensemble, c'est vrai. Et disons que notre association, je crois, a été assez fructueuse en ce sens qu'on a décrit tous les deux des compléments techniques, voire même des techniques très originales et très utiles. Par exemple, pour restaurer la flexion du coude, on a décrit il y a maintenant très longtemps une technique qui est utilisée universellement. Tous les chirurgiens des paralysies connaissent cette technique. C'est une technique de réhabilitation, de réinnervation du biceps, qui est une technique très fiable et dont le principe, l'idée nous est venue, au lieu de faire des réparations nerveuses directement sur le plexus brachial, eh bien, dans certains cas, on fait faire des branchements sur les nerfs de passage, sur ceux qui sont près du muscle paralysé. De la même manière que si vous avez une colonne d'eau qui descend depuis le toit, eh bien, on ne va pas se brancher sur le château d'eau au sommet sur le réservoir, on se branche sur la colonne montante. Et donc, ça permet des récupérations beaucoup plus rapides et bien meilleures. Donc, ça, c'est des techniques qui sont passées maintenant dans la pratique courante et dans le monde entier, on connaît ces techniques. En ce qui concerne les traitements palliatifs, on a développé aussi toute une série de techniques parce que finalement, dans ces paralysies graves, qui incluent aussi des grosses séquelles traumatiques avec des nécroses musculaires étendues, qu'on appelle des syndromes de Volkmann, eh bien, en gros, il n'y a pas de malade identique. Et donc, certaines techniques de libération articulaire qu'on a décrites sont totalement originales
et sont surtout des techniques transmissibles. Les techniques que nous utilisons avec Zoubir, ce sont des techniques relativement simples à pratiquer, donc il faut les indiquer dans la bonne indication, mais on a développé toute une série de techniques, notamment à la main. La main souvent était un petit peu abandonnée parce qu'on disait ben, on peut rien faire. Et puis en réalité, en réalisant des branchements sur certains muscles situés au-dessus du coude, eh bien on peut produire des mouvements à partir des muscles situés au-dessus du coude. On fait une chirurgie anti-anatomique d'une certaine façon. En bloquant certaines articulations, on peut eh bien utiliser certains muscles pour faire des mouvements au niveau des doigts. Donc il y a toute une série de techniques qu'on a inventées avec Zoubir. Et je dois dire que on continue d'innover très régulièrement. Il ne se passe pas quelques mois où on ne trouve pas des trucs. Encore il y a quelques semaines, on a trouvé quelque chose au niveau de la réparation du nerf axillaire. Comme on ne fait pratiquement que ce type de chirurgie, eh bien, en bons ouvriers, on trouve des petits refinements, comme on dit, et ça avance toujours. L'idée étant, quand c'est une réparation suite à un traumatisme important, l'objectif, c'est de rendre un minimum d'autonomie au membre qui est affecté. On sait très bien qu'on récupérera Alors, jamais. c'est pas un minimum d'autonomie, disons, c'est rendre le membre. Il y a un certain nombre de gestes qu'on ne peut faire qu'à deux mains, vous voyez. Et donc, on utilise depuis que la vidéo existe, et entré dans le domaine courant, on utilise énormément la vidéo et on demande aux patients d'effectuer un certain nombre de tâches, la ceinture, les boutons, le couteau, la fourchette, un verre. Et on s'aperçoit qu'un membre, même très sévèrement handicapé, mais on s'aperçoit qu'on peut le rendre plus performant. On peut lui permettre de faire un peu plus que ce qu'il fait habituellement, et notamment dans les tâches bimanuelles. Euh, Mettre quelqu'un sur une bicyclette, par exemple, même avec une main complètement paralytique, on peut faire de la bicyclette et avec la main qui fonctionne, eh bien, boire de l'eau dans la montagne tout en pédalant. On peut reconduire une voiture qui nécessite souvent deux mains. Donc, on a toute une série de gestes bimanuels qui sont rendus possibles. La natation, par exemple, aussi, quelque chose d'important. Oui, je voulais rajouter sur ce qu'il a dit Christophe. Non seulement le principe, c'est d'enseigner des techniques simples, mais notre principe aussi, c'est d'enseigner ce qui ne marche pas. C'est hyper important. C'est-à-dire, avant d'enseigner à quelqu'un ce qui marche, il faut lui dire aussi ce qui ne marche pas. Parce que s'il passe son temps à faire ce qui ne marche pas, il peut pas avancer. Donc, notre expérience, elle est là, et notre expertise, elle est là aussi. Donc, à partir de tous nos voyages qu'on a fait à l'étranger, en Algérie, on en a opéré ensemble avec Christophe longtemps, Oui. depuis 2005. On est resté 10 ans là-bas, on a fait un travail colossal là-bas, et les Algériens, ils peuvent témoigner, et tout l'Algérie le sait. Donc, on a quand même, on n'apporte pas que des techniques nouvelles, on apporte, je dirais, une honnêteté intellectuelle de dire, attention, il y a des choses qui ne marchent pas, il ne faut pas s'aventurer dans ce qui ne marche pas. Donc ça, c'est hyper important. Donc avant d'enseigner ce qui marche, il faut enseigner ce qui ne marche pas. D'accord? Et donc ça, c'est notre principe aussi d'enseignement. Et je crois que c'est un peu partout, ça commence à prendre place, je dirais, cette philosophie de travail. Et après, sur ce qui marche, eh ben, on les a accompagnés, on fait des choses, ils savent faire des choses qu'on sait. Christophe, on avance tout le temps parce que on a toujours quelques trucs, quelques réglages, et comme les patients ne sont pas du tout identiques, eh ben, on est toujours dans la création, l'invention, mais j'insiste beaucoup sur ce qui ne marche pas, et on va revenir sur ce qui ne marche pas, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a séparé les deux types de pathologies, c'est-à-dire la paralysie de naissance et la paralysie traumatique. Dans la paralysie de naissance, on va vous montrer quelques cas, et dans ces quelques cas, nous, ce qu'on a eu comme expérience, c'est-à-dire, il ne faut pas les opérer sur le plan rapidement. On a vu beaucoup plus de dégâts des gens qui n'ont pas récupéré parce qu'ils ont été opérés rapidement que pour la chirurgie nerveuse. Dans la chirurgie nerveuse, hein, pas la chirurgie. Je parle toujours de la chirurgie. Et du coup, alors que la nature, elle aurait pu faire mieux que ce qu'il a fait le chirurgien. Vous voyez, on n'est pas en compétence par rapport à la nature. La nature, des fois, fait mieux. Peut-être qu'elle ne sait pas faire de la qualité. Et c'est à nous de rajouter après sur
je dirais, la qualité de la récupération. Mais la récupération, généralement, la nature le fait. Donc, on enseigne ça en plus. Et ça, je voulais insister sur ça, en plus de ce qu'il a dit, Christophe. Oui, parce que souvent on aurait peut-être tendance à confondre vitesse et précipitation. Des fois, il est urgent d'attendre, comme dirait l'autre. Il faut bien connaître l'histoire naturelle de la maladie et les interventions de chirurgie nerveuse précoce ont fait énormément de dégâts. C'était des interventions d'indications discutables, de techniques complexes et la seule urgence, et on revient à la paralysie obstétricale, c'est dès lors que les mobilités passives de l'épaule seront réduites, à ce moment-là, il faut permettre, ça veut dire que la croissance ne se fait pas en bonne position, l'épaule va se luxer, il faut permettre à la croissance de se faire. Mais en gros, on peut retenir que dans une paralysie de naissance, il n'y a pas d'indication de chirurgie nerveuse avant 18 mois. Alors que oui, on aurait tendance à croire qu'effectivement, il faut intervenir rapidement. Enfin, nous, sans doute, en tant que patients ou parents d'enfants, Oui. effectivement, qui souffrent de cette paralysie, on aurait peut-être même tendance des fois à forcer un peu le chirurgien à abonder dans notre sens. C'est une bonne observation car c'est très certainement sous la pression des familles qui sont très inquiètes, et bien que des interventions très précoces ont été faites pendant, je dirais, plusieurs dizaines d'années avec des résultats souvent désastreux. Donc on est revenu complètement sur cette attitude. Alors, je veux entendre, hein, j'entends de tous les deux que vous dites qu'il est important dans certains cas d'attendre, mais on fait quoi entre le moment de la naissance et les 16 ou 18 mois que tu évoquais, par exemple, Christophe ou si Zoubir veut répondre, il se passe quoi pendant ce laps de temps-là? L'enfant bénéficie d'une prise en charge ou on n'y touche pas en attendant de voir comment ça évolue? Quel est le suivi qui est proposé ou qui est conseillé d'ailleurs? Donc là, c'est le conseil de l'expert. Oui. Parce que dans ce domaine-là, malheureusement, on a vu que c'est quelque chose de nouveau dans les pays, je dirais, de l'autre côté de la En voie de développement, Méditerranée. dirons-nous, oui. Voilà. Donc, il y a le conseil de l'expert. Vous savez, des fois, on soigne les gens que par le conseil, sans les opérer. On voit, pas tous les patients qu'on voit en consultation, on va les opérer avec Christophe. On voit des gens, des fois, il faut aller juste leur donner des conseils, ils seront bien. Je généralise pas, mais je dis simplement ça. C'est-à-dire, on donne des conseils aujourd'hui, et comme on en a formé quelques-uns et qui savent maintenant, donc ils expliquent aux parents les exercices à faire à la maison. Ça sert à rien, par exemple, d'aller payer un kiné tous les jours pour qu'il leur fasse quelques exercices, alors que la mère, elle est juste à côté, elle peut lui faire les exercices. Donc, ils expliquent à la mère. Déjà, ils rassurent la maman. C'est hyper important dans notre métier de rassurer. On a du recul par rapport aux choses. Donc, rassurer, premièrement. Deuxièmement, expliquer aux parents que ça ne sert à rien de courir, de faire des stimulations électriques, parce qu'on vous vend beaucoup de choses sur le marché. Les gens ne connaissent pas, ils vont dépenser tout leur argent pour faire ça. Donc, par notre expertise, on leur explique juste quelques exercices à faire quotidiennement et de surveiller l'enfant quotidiennement pour dire quels sont les âges où les choses commencent à apparaître. C'est hyper important. C'est-à-dire les parents vont aussi eux-mêmes contribuer à faire avancer la science par leur connaissance de la pathologie de l'enfant, en disant « Ah, mon fils, c'est vrai, au début, il ne bougeait pas son bras, mais à 6 mois, j'étais en train de regarder, il a commencé à plier son bras. Alors pourquoi 6 mois? Parce que tout le débat était là. Parce que toutes les publications internationales disent si à 3 mois, il ne plie pas son bras, il faut l'opérer. Alors si on écoute les mamans, il vous dit ceux qui ne sont pas opérés, à 9 mois, il a commencé à plier son bras. Vous voyez? Donc, c'est expliquer aux parents de surveiller et de leur apprendre quelques gestes et surtout de les rassurer et de nous donner à nous, médecins professionnels, les datas, c'est-à-dire de nous dire à quel âge il a commencé à récupérer ça, à quel âge il a commencé à récupérer ça. Et nous, ça nous aide aussi dans notre travail. Parce que quand on est dans des grands, je dirais, réunions internationales, on peut apporter la preuve de ce qu'on dit en disant, regardez, l'enfant, il est né avec ça, la maman, elle a dit à 6 mois, il a récupéré. Alors que tout ce qu'on dit dans la littérature, ce qui est publié internationalement, il faut attendre 3 mois. Si 3 mois, il ne récupère pas, il faut l'opérer. Vous voyez, donc tout ça, c'est hyper important. Et ça, c'est le travail de l'expert. Merci. Pour les conseils donnés aux parents, on reçoit beaucoup de demandes, notamment d'étrangers. On donne une petite vidéo
et on montre sur une vidéo qui est comme un tutoriel quel est l'exercice qu'il faut faire pour contrôler que les mobilités passives restent correctes dans un secteur correct. Et si jamais ces mobilités sont altérées, à ce moment-là, c'est un signe d'alarme. L'important déjà, c'est d'avoir un contact. Dès que le contact, ça c'est la révolution Internet, bien entendu, dès que le contact est établi directement avec les parents, à ce moment-là, eh bien, les données sont enregistrées, questions, réponses, on rassure, on donne un rendez-vous 3 mois plus tard. Et donc, ça évite l'angoisse et ça évite des parents qui se déplacent sur de longues distances avec des problèmes financiers et autres. Et en même temps, ça permet de dépister celui justement qui doit être opéré assez rapidement. Et bien souvent maintenant, on dirige pour ces interventions de libération, eh bien les parents algériens, on les dirige sur nos amis, nos collègues algériens qui font ces opérations aussi bien et même mieux que nous, puisque certains en ont une expérience considérable maintenant. Ça allait être ma question, la question suivante. Effectivement, il a fallu que vous adaptiez l'un et l'autre vos pratiques à distance pendant cette période effectivement d'épidémie. Et donc on l'a pratiqué bien avant. Oui, oui. Mais je veux dire, la télémédecine a justement littéralement explosé, un peu forcée et contrainte, alors qu'elle n'arrivait pas typiquement en France, effectivement, et depuis la France vers l'Afrique du Nord, on n'arrivait pas à faire démarrer cette communication à distance, les téléconsultations, alors qu'on se rend compte aujourd'hui que certaines consultations sont devenues pratiquement incontournables quand il s'agit effectivement de voir son médecin, quand on a peur de sortir, quand on a la trouille ou que tout simplement la crainte de la résurgence de cette épidémie nous fait rester chez nous. L'idée, c'est de consulter et ne surtout pas rester chez soi avec un problème. Vous êtes là, vous êtes disponibles l'un et l'autre. Bien sûr. Mais ça fait longtemps qu'on se donne des avis, on utilise l'outil, on répond à des questions et qu'on rassure un certain nombre de parents et qu'on sonne la sonnette d'alarme dans d'autres. Ça fait très longtemps, ça fait depuis que la vidéo existe. Et nous, la vidéo, on a commencé à l'utiliser tout de suite dès qu'elle a été à disposition parce que les paralysies, ça bouge. Et donc, il n'y a que la vidéo qui permet de juger l'état d'un patient avant, plus tard, voire après intervention. Oui, comme je disais aux personnes qui nous rejoignent, que de toute façon, on fera en sorte de vous faire une première restitution. L'idée étant que on puisse échanger aussi, partager des vidéos. C'est vrai que on aura l'occasion d'être plus performant sur la prochaine réunion sur le même principe de webinaire, et on vous proposera de toute façon de nous faire part de vos sujets les sujets que vous souhaitez qu'on aborde les prochaines fois. J'ai un petit message qui me dit que la réunion se terminera dans 5 minutes déjà. Ça passe extrêmement vite. Est-ce qu'il faudra, je pense qu'on va on va rester un petit peu sur notre faim, j'ai l'impression. Il va falloir reprogrammer quelque chose. Là, oui, parce que là, la suite, c'était de commenter des images mobiles. Et là, il m'apparaît très important de bénéficier d'une image si on veut être clair. Oui. Alors, ce que je propose, comme effectivement, je vous propose, et je remercie vraiment les participants qui étaient avec nous aujourd'hui, je vous propose à tous les deux, si vous le voulez, en off, de planifier une nouvelle réunion où on aura l'occasion, on aura préparé notre présentation au préalable. Là, c'était, je pense, une première manière de nous manifester à destination de vos confrères ici et en Afrique du Nord en particulier, mais dans le reste du monde. Donc, je vous propose effectivement, pour pas tronquer votre propos, parce que c'est vrai qu'il est impossible en même 3 minutes d'évoquer la question, peut-être effectivement de dire en 2 mots que vous vouliez l'un et l'autre présenter des cas pratiques, c'est ça, pour les étudier en live? Alors, un exemple, par exemple, qui sort de la paralysie obstétricale, les gens qui ont fait un accident vasculaire cérébral, eh bien, ont souvent un membre supérieur extrêmement, non seulement inutile, mais gênant, avec un coude qui est rétracté, avec une main qui est tordue, un poignet qui est déformé, des doigts qui sont incrustés dans la paume, ce qui gêne même l'hygiène, tout simplement, pouvoir se laver les mains, etc. Eh bien, 80% de ces patients peuvent bénéficier de gestes chirurgicaux
qui leur permettent de franchir une étape d'une certaine façon. La personne qui ne peut pas enfiler un vêtement, ni même se laver les mains, eh bien, on doit pouvoir lui permettre d'ouvrir la main, de bouger un petit peu son bras. La personne dont le secteur de mobilité est en très mauvaise position, la main collée au thorax, eh bien, on va lui permettre de la mettre devant et déjà de stabiliser volontairement un objet pour travailler à deux mains. Donc, toutes ces paralysies d'origine cérébrale, et qu'il s'agisse d'enfants, d'adultes ou de personnes âgées, eh bien, il y a toute une série de gestes anatomiques très précis. Et vous imaginez le nombre de muscles qu'il y a au membre supérieur, une centaine, tous les nerfs qui les innervent, eh bien, on va sélectivement, par exemple, identifier les muscles dont on va aller couper les nerfs chirurgicalement. On va bloquer certaines articulations en bonne position. On va couper des tendons qui sont rétractés. On va utiliser tout ce qui marche sous la commande volontaire pour essayer en finale, eh bien, d'avoir un mouvement minimum de la main dans le secteur utile. Vous voyez? Donc, il y a une stratégie de traitement de haut en bas, de l'épaule jusqu'à la main, et qui est très utile chez ces patients qui vont pouvoir se passer d'attelle, se passer de kiné, se passer d'injections de toxines botuliques et de toute une série de traitements qui deviendront absolument inutiles. Donc là, il y a aussi un champ complètement nouveau qui est ouvert. Alors, merci. Je vous propose, merci Christophe, merci Zubir. Je propose vraiment qu'on s'en parle en off. Ça a été un peu rapide et je m'en excuse. Pour les prochaines fois, on préparera effectivement 50 minutes. Je me rends compte que c'est relativement court avec le temps de connexion préalable. On va faire en sorte de trouver un meilleur créneau pour qu'on ait le plus grand nombre de personnes connectées, qu'on puisse effectivement préparer en aparté au préalable nos illustrations et puis vous remercier tous les deux déjà. C'était un petit peu, ne m'envoyez pas, je reste sur ma faim. J'imagine autant que vous. Je veux vous remercier. Non. On voit que ça fonctionne, mais... Merci, ça fonctionne. Et je vous vraiment remercier les internautes d'avoir été des nôtres. On va mettre cette vidéo en ligne là dans les prochaines heures avec les illustrations qu'on évoquait. On va s'entraîner les uns et les autres à être plus performants. On parle de récupération en termes de chirurgie, c'est ça, de traumatique. Je vais m'entraîner moi à récupérer les éléments et on va vous proposer très très rapidement de se retrouver tous pour évoquer ces techniques en termes effectivement de prise en charge sur les paralysies effectivement consécutives à un problème de plexus brachial, de sciatique comme l'évoquait Zubir tout à l'heure, effectivement sur les possibilités de récupération des personnes qui souffrent de séquelles consécutives à un AVC. Merci beaucoup. Je suis désolée, je reste sur ma faim. On se parle très vite pour organiser.